Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons aborder le flux de l'énergie au travers de l'appareil psychique d'un persona Gaïa. Oui, parce que j'entends beaucoup trop parler d'énergie, énergie, énergie. Alors, certaines personnes adulent, encensent et idolâtrent l'énergie, ce mot énergie. Et puis d'un autre côté, vous avez les personnes qui vous disent « Ah, tu parles d'énergie !» alors tu n'es pas crédible. Je ne comprends pas. L'énergie, l'ensemble de notre société fonctionne sur l'énergie, l'ensemble de la vie fonctionne sur l'énergie. Le moulin que vous voyez là fonctionne sur l'énergie éolienne. La mer que vous entendez derrière moi active la marée motrice. Dans notre corps, aujourd'hui, nous postulons la bioélectricité. Même M. Fritz Albert Popp est en train, avec ses expériences et son livre, vous pouvez le lire, nous parle des biophotons. Il y aurait une communication électromagnétique entre nos cellules. Et cette communication électromagnétique va beaucoup plus vite que la communication chimique de cellule en cellule. Donc l'énergie est partout. Vous utilisez votre GSM, c'est une énergie. Enfin voilà. Donc, il n'est plus à douter de l'énergie. L'énergie est clairement un postulat de la nature et de la vie. Qu'est-ce que l'on va faire de cette énergie au regard de la théorie du persona Gaïa? Eh bien, on va définir, on va catégoriser cette énergie sur 4 niveaux. D'abord, l'énergie qui nous entre à l'intérieur du corps à la naissance, disons dans l'acte de gestation de notre mère certainement. Ensuite, l'énergie qui nous meut au travers de notre apprentissage. Ensuite, nous devenons des individus matures et donc l'énergie de la maîtrise. Et puis, ce que nous n'aimons pas beaucoup, l'énergie de notre mort physiologique. Je vous présente un schéma. Voici ce schéma avec plusieurs niveaux. Et dans ce schéma, vous voyez naissance biologique, apprentissage, maîtrise et mort physiologique. Ce schéma s'appelle les niveaux de l'énergie de l'appareil psychique de persona Gaïa. Vous voyez que le premier niveau, c'est la conscience transcendantale, universelle. Ensuite, la pulsion biologique inconsciente. Vient après la pulsion psychique préconsciente, la représentation d'objets préconscients, la représentation du moi conscient, la représentation du soi conscient et enfin la représentation du grand autre. Alors comme il s'agit d'un schéma un peu plus complexe que les autres, nous allons rester préférentiellement dessus. Je vous le mets à l'image et nous allons l'explorer niveau par niveau. Alors, la conscience transcendantale universelle, eh bien, c'est quelque chose qui vient faire émerger dans notre champ biologique, quoi? Les pulsions biologiques, Eros et Thanatos. Nous aurons à ce sujet une vidéo complète sur Eros et Thanatos pour voir comment il arrive au travers du plaisir et du déplaisir pour soutenir le champ des émotions fermentes et le champ des émotions ouvrantes. Mais pour l'instant, disons qu'il s'agit d'une autostructuration psychique basée sur les champs morphiques. Les champs morphiques, je vous renvoie à Rupert Sheldrake, un scientifique anglais absolument à connaître et à découvrir. Je vous en prie, allez allez lire les livres, s'il vous plaît, de Rupert Sheldrake. Il va vous ouvrir au niveau biologique une masse de pistes. Vous en serez astonishing. Vous allez en être étonné d'une manière hallucinante. Allez voir Rupert Sheldrake. Donc, Rupert Sheldrake nous parle des champs morphiques. À côté de ces champs morphiques, au niveau biologique, quand nous venons de naître, eh bien, ce sont les neurones miroirs qui prennent la part de la conscience, j'allais dire. La conscience s'exprime au travers des neurones miroirs et aujourd'hui, nous savons qu'en biologie et en physiologie qui nous mène vers la psychologie, les neurones miroirs sont capitaux. Donc,
à ce premier niveau de conscience transcendantale, plaçons les neurones miroirs et les champs morphiques. Ensuite, nous allons maintenant décanter les pulsions biologiques inconscientes. Eh bien, les pulsions biologiques inconscientes, vous allez voir que ce sont les pulsions psychiques. Ces pulsions psychiques vont faire naître des mécanismes de défense. L'identification adhésive, l'identification projective, les clivages, le déni, les délires et les perversions. Ensuite, le niveau suivant, ce sont les pulsions psychiques préconscientes. Et là, nous arrivons dans le schéma que je vous ai présenté, les émotions. Et oui, nous en sommes au niveau des émotions. Et ce qui correspond au niveau émotionnel, les mécanismes de défense qui sont à ce niveau-là, qu'est-ce que c'est? Regardons d'un peu plus près. Les condensations, le déplacement, le refoulement, la dénégation et le recours à l'agir. Vous avez par là l'égocentrisme et l'hyperactivité. Ensuite, le niveau suivant, les représentations d'objets préconscientes. Là, nous sommes au niveau du moi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous centrons dans une nouvelle dimension, après les émotions, quelque chose qui est plus structuré et quelque chose qui est plus constant dans l'être humain, les sentiments. Et oui, au niveau de ces sentiments, nous allons trouver les mécanismes de défense suivants. Regardons plutôt. L'intellectualisation, la condamnation et l'idéalisation du moi. Ensuite, au niveau suivant, la représentation du moi conscient. Et cette représentation du moi conscient, là nous en sommes tout simplement au niveau de l'ego. Et qu'est-ce qui marque l'ego? Nos comportements. C'est ça qui marque l'ego. C'est les comportements extérieurs qui sont très clairs et qu'on ne peut pas cacher, évidemment. Lorsque j'agis un comportement, je ne peux pas le cacher. Tandis qu'une émotion, je peux encore tenter de la dissimuler ou de la nier. Un sentiment qui est beaucoup plus discret, lui, je peux clairement le cacher et le nier. Alors, au niveau du conscient, l'ego, les comportements, qu'est-ce qu'il y a là comme mécanisme de défense? Les évitements, le faux self et les phobies. Alors, ensuite, la représentation du soi conscient. Parce qu'à partir du moment où on a passé le stade de l'apprentissage, que l'on peut avoir pris conscience de son ego, de ses comportements, si on continue le travail, eh bien, on peut accéder à avoir une conscience du soi. À partir du moment où on a conscience de son soi, eh bien, on peut commencer à agir ce soi sur le monde extérieur. Comme un super comportement si vous voulez, mais c'est un comportement qui à ce moment-là deviendra clairement collectif. Voyons maintenant dans le schéma, il s'agit d'allocentrisme, de sublimation, d'action culturelle. Et le terme aujourd'hui est très à la mode, la co-création. Souvenez-vous de Lilou Massé avec « Bonjour mes délicieux co-créateurs ». Cette phrase a fait date, cette phrase est superbe. Eh bien, il s'agit d'une phrase qui correspond au soi conscient que nous agissons dans la réalité extérieure. Allons maintenant voir, après la phase de la maîtrise, après le moment où nous avons agi sur notre société, notre collectivité, de la manière la plus consciente possible, vient la fin de vie. Oui, il faut quand même retraiter la fin de vie parce que nous sommes dans une société d'individualisme pyramidal. Hein. Eh bien, cette société croit que tout est infini. Oui, la société du capitalisme gère le monde comme si tout était infini. Les ressources mondiales infinies, les compétences humaines infinies et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, en fait, non. Au niveau de l'individu, nous avons une finitude. Il y a bien un moment où nous devons commencer à élaborer notre passage, notre transmission généalogique. Qu'est-ce que je vais laisser aux autres derrière moi? Eh bien, à ce niveau-là, regardons maintenant dans le schéma, cela s'appelle la représentation du grand autre. Et cette représentation du grand autre, c'est une pulsion transcendantale.
Ascétisme, spiritualité et co-création transcendante. Oui, cela veut dire aussi que certaines personnes veulent créer une religion, veulent créer des groupes autour d'eux pour se faire croire qu'ils ne vont pas mourir. Ça, ce sont des résistances à notre transmission, à notre passage, à notre mort. Or, ce sont des moments de puissante énergie, ces moments de notre mort. Alors autant accéder à la mort de la manière la plus consciente qui soit. Je vous avoue que j'aimerais avoir une mort la plus consciente qui soit pour pouvoir transmettre encore du savoir, ce savoir humain qui nous interpelle tellement. Ouvrons une petite parenthèse. Chez nous les humains, nous croyons que c'est la mort qui est le plus grand traumatisme. Et non, raté! Le plus grand traumatisme humain, c'est le passage du vécu intra-utérin au vécu terrestre. Oui, c'est la naissance qui est le plus grand traumatisme parce que, à la naissance, nous avons fort peu de bagages psychiques et mental cohérents. Évidemment, les humains naissent en étant non finis, pas infinis, non finis. Donc nous devons nous constituer ensuite. Et c'est là où l'ensemble du monde des psychanalystes qui ont œuvré sur le début de la vie nous ont dit que c'était l'angoisse la plus manifeste du vécu humain, notre naissance. Et à ce moment-là, heureusement que nous avons notre mère qui vient jouer l'objet de par-excitation. Objet et par-excitation sont des mots psychanalytiques, hein. Je ne dis pas que les mères sont des objets. C'est un mot connoté psychanalytiquement avec toute une définition derrière. Grâce à notre mère qui vient jouer le par-excitation et qui donne du sens à nos représentations mentales, c'est notre mère qui fait naître nos premières représentations mentales d'ailleurs. Merci à toutes les mères de la planète Terre qui font un boulot absolument fantastique parce que grâce à nos mères, grâce aux mères, eh bien, l'humanité en est là où elle est, dans son niveau d'évolution. Alors, maintenant, bouclons la petite parenthèse sur la naissance, revenons à cette mort et nous voyons au travers de ces différents niveaux d'énergie investie dans l'appareil psychique, une évolution claire, nette et définie de ce que nous pouvons cheminer en guidance. Parce que, à l'évidence, nous avons besoin de guidance, de l'intrapsychique dans le ventre de notre mère, jusqu'au passage de notre mort et de ce que les religieux ou les spiritualistes appellent la libération de l'âme, rejoindre l'univers, rejoindre le grand autre, rejoindre Dieu. Et tout cela est un décours qui n'existe pas beaucoup dans la culture occidentale. Par contre, vous allez voir chez les Indiens, et là, les maîtres indiens ont codifié d'une manière extrêmement claire des cheminements évolutifs humains. Alors, je ne suis pas un maître indien, je suis un psychologue occidental, mais je tente de faire la connexion entre ce que ces gens-là nous ont apporté et ce que nous pouvons utiliser pour évoluer de notre point de vue. Voici le schéma donc. Je vous livre l'e-book pour toutes les petites définitions des mécanismes de défense, bien qu'il y aura aussi une vidéo complète sur l'ensemble des mécanismes de défense. Tous ceux qui nous sont transmis par la psychanalyse, tous ceux que je me permets de vous transmettre au travers de la forme de l'intelligence humaine, spirituelle, existentielle et de l'amour inconditionnel. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo un petit peu complexe parce que les gens qui n'ont pas cette sensibilité intérieure de se dire il y a plusieurs niveaux à l'intérieur de nous-mêmes qui nous permettent de passer d'un niveau à un autre, ont du mal d'appréhender ce genre de concept. Alors, pour vous ramener au concept de l'énergie, je vous en prie, retournez voir le travail de Freud qui nous a parlé d'un investissement d'objets. Donc nous allons mettre cette énergie pulsionnelle dans des objets. Qu'est-ce qu'un objet? C'est une représentation de mon psychisme où je me fais une image
une métaphore de ce que mon corps ressent. Tout simplement. Eh bien, chez les humains, nous plaçons des masses d'énergie, des paquets d'énergie, des paquets d'argent si vous voulez, des investissements dans ces représentations. Et lorsque nous mettons de l'énergie dans nos représentations, elles deviennent vivantes, elles ont un corps, elles ont une réalité, une substance. Et grâce à cela, nous pouvons cheminer dans le monde, parcourir le monde, parce que c'est important de pouvoir parcourir le monde. C'est pour ça que je vous propose des vidéos où je me permets de vous proposer des vidéos de voyage, parce que cela nous ouvre aux autres cultures, aux perceptions que nous avons de l'ailleurs et aux perceptions que nous avons des autres. Voilà, je vous remercie pour ce bref voyage transcendantal et universel au travers d'un être humain. À bientôt!